Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais présenter la troisième session du chapitre 2. Cette session est intitulée Type de champ électrique et degré d'uniformité des champs. Comme objectif pour cette session, c'est premièrement, on va essayer de classer, si vous voulez, classer les configurations des champs électriques qu'on peut rencontrer dans la pratique. Et le deuxième point à traiter dans cette session, c'est de voir avec le degré d'uniformité des champs électriques et par suite parler du facteur de Schweiger. Et c'est quoi ce facteur-là? Généralement, les champs électriques peuvent être divisés, donc peuvent être classés en champs uniformes et en champs non uniformes. Il y a des champs, cette deuxième catégorie, elle se divise donc en champs faiblement non uniformes et en champs fortement non uniformes. Donc là, c'est à peu près la classification globale des champs électriques. On vous donne ici dans cette figure deux cas extrêmes. Donc il s'agit du premier cas qui est le cas A et qui est le champ vraiment uniforme, en champ uniforme, et nous avons le deuxième cas, c'est la figure B, où le champ est fortement non linéaire. Alors, pour le champ électrique, entre deux électrodes, il faut, et généralement, on le trace en commençant par les lignes équipotentielles. Donc, on va, pour le traçage de ce champ électrique, il faudrait qu'on trace tout d'abord les lignes équipotentielles, c'est-à-dire les points qui ont le même potentiel. Donc, une électrode, généralement, une électrode est toujours à égalité de potentiel. Par conséquent, donc, la surface de l'électrode est la première ligne équipotentielle à tracer. Donc, les électrodes sont toujours des équipotentiels. Donc, là, c'est la première équipotentielle qu'on va tracer. Bien sûr, les lignes de champ maintenant, une fois qu'on trace les lignes équipotentielles, les lignes de champ vont couper les lignes équipotentielles à un angle droit, c'est-à-dire ils sont perpendiculaires. En d'autres termes, si la ligne est équipotentielle comme ça, la ligne de champ est perpendiculaire, elle prend un angle droit ici. Bien sûr, là, si on parle de champ uniforme, donc les carrés formés dans cette zone-là, les carrés qui sont dans cette zone-là, donc la zone interélectrode, sont petits. Et plus ces carrés sont petits, plus l'intensité du champ est élevée. Donc, la concentration en carré fait augmenter le champ, dans cette région. Alors, une caractéristique importante du champ uniforme, donc dans un champ uniforme, premièrement, le potentiel est distribué d'une manière uniforme, donc d'une manière linéaire. Là, c'est le potentiel, donc cette électrode est portée à U sur 2, la deuxième, elle est portée à moins U sur 2. Et la valeur 0, elle est tout à fait au milieu des deux électrodes. Là, c'est... Pardon. L'électrode, elle est tout à fait au milieu de là. Donc, le 0, il est là. Donc, tout à fait au milieu. Et le potentiel, là, c'est si vous prenez ici c'est le potentiel 0, donc ici c'est le 0, et ici vous avez plus U sur 2, et ici vous avez moins U sur 2. Et la variation, elle est linéaire. Donc l'intensité des champs électriques est constante dans l'espace
des champs dans l'espace de la région principale du champ entre les deux électrodes. Donc là, ça c'est la région principale des champs. Donc tout ça, c'est la distance entre. C'est tout ça. Et là, vous remarquez que le champ est vraiment constant. Et on le représente par une constante, donc une constante positive qui est égale à E plus E max, et là nous avons une constante négative qui est moins E max. D'accord? Donc ici, c'est la répartition des champs électriques. Bien sûr, une des caractéristiques importantes de ce type de champ, c'est que le claquage d'isolement, il aura lieu sans aucune décharge partielle précédant le claquage total. Donc, ici, on n'a pas de claquage partiel avant le claquage total. Donc, on va directement vers le claquage total, ce qui veut dire que UI est égal à UB. Donc, je rappelle ici que UI, c'est la tension du début de. Donc, UI, c'est la tension du début de la décharge partielle. Et UD, c'est UB. Donc, UB, c'est la tension de claquage total. Donc, s'il n'y a pas, pardon, peut-être que je vais passer cela. Donc, le claquage, en quelque sorte, en quelque sorte, la tension UI est égale à UB. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de décharge partielle avant le claquage total, bien sûr, pour cette configuration, donc pour la configuration uniforme, c'est-à-dire plan. Le deuxième cas, qui est le deuxième cas extrême, donc nous avons un claquage uniforme, ça c'est le cas extrême 1, et nous avons le claquage fortement non linéaire. Donc, ces deux cas extrêmes. Bon, le deuxième cas est donné par la figure suivante. Donc, une distribution fortement non linéaire dans du potentiel dans l'espace entre deux électrodes à aiguille. Donc, nous avons ici, si on prend le système à deux aiguilles, donc une est portée à une tension positive, l'autre à une tension négative. Dans ce cas, on est en présence d'un champ d'une distribution fortement non linéaire du potentiel. Et cela conduira nécessairement à une non-uniformité de l'intensité des champs électriques. Donc ici, généralement, c'est le cas typique. Donc vous avez deux pointes où le champ il devient vraiment très très important. Alors le claquage d'isolement ici, il aura lieu. Donc bien sûr, le claquage d'isolement dans les champs fortement non uniformes a lieu après que le claquage partiel stable est établi. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous avons un claquage partiel, et après, on aura le claquage total. Le claquage je ne sais pas pourquoi ça ne... Donc, on a un claquage partiel, puis un claquage qui va être suivi d'un claquage total.
Dans ce cas, bien sûr, pourquoi? Parce que la tension de début de décharge partielle est très très inférieure devant la tension de claquage total. Donc, dans ce type de configuration, à l'extrémité, dans ce type de claquage, donc quand est-ce qu'on aura le claquage total? C'est lorsque le claquage partiel devient instable. Donc après que le claquage partiel devient instable, et il sera suivi directement avec une décharge complète. Donc cette configuration de champ est d'une grande importance technique, car c'est la condition la plus défavorable pour le champ électrique auquel un diélectrique est confronté. Donc tout diélectrique est confronté à ce genre de configuration, c'est-à-dire à ce genre de contrainte, il devient cette technique, enfin cette configuration devient de plus en plus importante si le diélectrique est confronté à ce genre de champ, puisque c'est la condition la plus défavorable. Et donc, on peut aussi remarquer ici que les contraintes électriques sont élevées au niveau des extrémités. Ici, donc le 0, donc c'est ce point-là, entre 0 et D. On peut facilement remarquer, que le champ est là, et la contrainte elle est très très importante. Les contraintes sont très importantes. Par contre, mais dans les autres parties, le champ est modérément sollicité. Donc à l'extrémité des électrodes, le diélectrique est soumis à des contraintes très très élevées au niveau des extrémités et à des contraintes relativement modérées par ailleurs. Alors, pour une distance d'intervalle d'électrodes donnée dans un champ uniforme, un diélectrique a la résistance de rupture la plus élevée. C'est tout à fait normal, puisque le champ uniforme, c'est le champ le moins que, si l'on veut parler, le moins contraignant, c'est le champ uniforme. Et là, le diélectrique, donc, il possède la résistance de rupture la plus élevée. Mais si vous voulez, ce champ uniforme, donc, qui est synonyme d'une configuration plan-plan, est vraiment très difficile à réaliser. Il est très difficile à réaliser en pratique. Et on le réalise généralement pour des fins expérimentales dans des laboratoires de recherche. Et là, pour le réaliser, un effort considérable et un soin très très grand doit être alloué à ce genre d'application. Donc cette configuration, malgré qu'elle présente un cas vraiment optimum pour le diélectrique, car le diélectrique, cependant, la difficulté réside exactement à la réalisation d'une telle configuration en pratique. Et généralement, on ne réalise que pour des cas spécifiques dans des laboratoires de recherche spécialisés. Aussi, là aussi, on parle d'un autre point qui est vraiment très, très important, c'est que la taille des électrodes peut devoir être augmentée de façon extraordinairement grande. Donc, elle devient vraiment, vraiment très grande. Tandis que la moindre irrégularité, donc rugosité dans la surface de l'électrode, peut changer la caractéristique du champ en cas de petite distance de l'intervalle. Donc, le problème, il réside premièrement, donc la taille, c'est que ça, c'est une caractéristique très importante. Donc, on peut augmenter les électrodes à des tailles vraiment très, très grandes. Et aussi, il faudrait se mettre dans la tête qu'une rugosité ou une irrégularité
sur une surface de l'électrode, elle peut changer les caractéristiques du champ en cas de petite distance d'intervalle, bien sûr. Donc les caractéristiques du champ peuvent changer dans le cas où d'existence des régularités sur la surface. Si la surface n'est pas vraiment lisse, dans ce cas, les caractéristiques du champ vont changer. On va changer les caractéristiques de ce champ. Et on n'en parle plus d'un champ uniforme, si vous voulez. Alors, entre les deux configurations extrêmes qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire la configuration uniforme et la configuration fortement non uniforme, il existe d'autres configurations qu'on peut classer, qu'on peut appeler des champs faiblement non uniformes, comme il a été déjà fait auparavant dans la classification globale de ces champs-là. Alors, dans les champs faiblement non uniformes, donc, et semblablement, si vous voulez, au cas uniforme, aucune décharge partielle stable ne se produit avant la décharge totale. Donc, on se met généralement dans le même cas que le cas uniforme. Donc, le cas faiblement non uniforme est très proche du cas uniforme. En termes de l'absence de décharge partielle stable qui se produit avant la décharge totale. Donc, on est toujours dans le cas où UI est égal UB. Des électrodes tels que des sphères concentriques et des cylindres coaxiaux ayant un champ radial, bien sûr pour les sphères concentriques, pour les cylindres coaxiaux, le champ là, c'est un champ radial, sont des exemples typiques de champs faiblement non uniformes. C'est-à-dire, si vous voulez avoir comment dirais-je, des champs faiblement non uniformes, il faudrait on pourrait utiliser des électrodes à sphère concentrique ou bien des électrodes à cylindres coaxiaux. Et ce sont là des exemples pour la faible non-uniformité obtenue du champ. Bien sûr, là, c'est les cylindres coaxiaux et les sphères concentriques, donc on doit concevoir convenablement les dimensions de ces électrodes. Donc, les dimensions doivent être convenablement conçues. Donc, on attachera un soin quand même important dans le dimensionnement de ces électrodes concentriques. Alors, revenons un petit peu au facteur état qui est le facteur de Schweiger. Donc, la valeur exacte de état définissant un champ faiblement non uniforme dépend de quoi? Elle dépend d'électriques particuliers et de ses conditions physiques. Donc, la valeur exacte de l'état, définissant le champ, ils dépendent des conditions physiques de l'électrique et bien sûr des diélectriques lui-même. Néanmoins, le critère principal à prendre en considération doit être rempli qu'aucune décharge partielle stable ne se produit avant que la décharge soit totale. Donc, le caractère ou bien le critère principal pour un champ faiblement non uniforme, c'est qu'il n'y a pas de décharge partielle stable qui peut se produire avant que la décharge totale ait lieu, ou bien que la décharge complète ait lieu, si vous voulez. Alors, là, ça nous amène, donc après avoir classifié ces champs électriques, bien sûr, je rappelle, champ uniforme, champ faiblement non uniforme et champ fortement non uniforme, il est à souligner qu'il faudrait peut-être parler d'un concept appelé degré d'uniformité du champ électrique. Le degré d'uniformité du champ électrique. Bien sûr, ce degré d'uniformité qu'on a déjà signalé, qui est appelé état, il a été introduit par Schweiger et c'était en 1922. Bien sûr, ce degré d'uniformité
et c'est une mesure de l'uniformité d'un champ. Donc ce critère, si vous voulez, ce facteur, ce degré d'uniformité d'état a été introduit de Schweiger dans le but, bien sûr, dans le but de donner une mesure de l'uniformité des champs. Ben, ce chercheur a défini ce facteur comme suit. Et état, c'est égal au champ maximal moyen, au champ moyen divisé par le champ maximal, pardon. Et le champ moyen, c'est généralement la tension divisée par D. Et le tout qu'on multiplie par 1 sur E max. Donc, donc Schweiger a donné cette expression et à partir de cette équation, on peut déterminer la tension. Donc, état, c'est E moyen, je répète, donc c'est E moyen divisé par E max, qui est celui d'autre que U sur D. U sur D, c'est E moyen, multiplié par 1 sur E max. À partir de là, on peut déterminer le U, donc le U, ou bien on peut l'écrire sous cette forme-là, U est égal à E max par état par D. Bien sûr, E moyen et E max, comme on l'avait dit, ce sont les valeurs de crête des intensités moyennes et maximales du champ dans un diélectrique respectivement. Donc E moyen, c'est la valeur moyenne et E max, c'est la valeur maximale. U, c'est quoi? C'est la valeur de crête de la différence de potentiel appliquée. Donc U, ce n'est autre que la crête de la différence de potentiel appliquée entre les deux électrodes à une distance D l'une de l'autre. Donc nous avions deux électrodes, donc là c'est la distance si vous voulez D, et on applique une tension ici, par exemple ici c'est 0 si vous voulez, et là le U c'est bien sûr c'est la valeur maximale. Donc ce facteur aussi, il représente également le degré d'utilisation des diélectriques. Donc on peut le considérer comme étant un facteur qui peut être utilisé et qui peut représenter, si vous voulez, le degré d'utilisation. Donc c'est le degré d'utilisation de notre diélectrique, donc d'utilisation des diélectriques entre deux électrodes, bien sûr. Donc c'est le degré, il représente bien sûr le degré d'utilisation du diélectrique entre deux électrodes. Donc si vous voulez, si vous avez une valeur plus élevée de état, ce qui veut dire c'est une meilleure utilisation des propriétés isolantes d'un diélectrique. Donc augmenter la valeur de état veut dire une meilleure utilisation des propriétés isolantes d'un diélectrique. Donc, il faudrait que, pour un bon diélectrique, il faudrait que état soit proche de 1. Donc, si en tenant compte des équations 2, 4 et 2, 5, état est une grandeur sans dimension. Puisque c'est un champ, c'est E moyen divisé par E, la valeur crête de E max. Donc c'est 10 kV par centimètre, donc état, c'est une grandeur sans dimension, donc c'est une valeur sans dimension. Et aussi, ce état aussi, il permet une comparaison de l'uniformité de la configuration des champs formés entre différents électrodes. Donc on peut l'utiliser pour différencier, pour comparer entre les différentes configurations du champ. Alors, si vous voulez, si vous prenez par exemple, j'ai récapitulé un petit peu le tout dans ce tableau. Et donc ce tableau il va vous donner les valeurs d'état pour les champs typiques de 2 ou 3 champs, donc les champs typiques. Et bien sûr, il faudrait se mettre dans la tête que état, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. Et pour là, c'est la configuration des électrodes. Donc vous avez
des plans parallèles. Ici, vous avez des cylindres, par exemple, concentriques, pour représenter des... Pour les plans parallèles, ils représentent généralement les champs uniformes. Les cylindres concentriques ou bien les sphères concentriques, ils représentent un champ faiblement non uniforme. Et le cas, par exemple, pointe-plan, là, le pointe-plan, donc il représente les champs fortement non uniformes. Dans ce cas, la valeur de θ ici, c'est une valeur égale à 1. Pour les champs faiblement non uniformes, donc sa valeur est inférieure ou égale à 0,25. Mais pour les champs fortement non uniformes, dans ce cas, elle est très inférieure à 0,01. Donc ce tableau, il vous permet un petit peu de comparer un petit peu les champs uniformes, faiblement non uniformes et fortement non uniformes. Donc, ce qui veut dire que la connaissance de la valeur de θ, elle va servir de référence. Bien sûr, dans l'information, il sert de référence pour une information importante pour la conception de l'isolation dans les équipements. Donc ici, c'est une information vraiment très importante pour la conception de l'isolation dans des équipements, ce facteur. C'est une référence, donc c'est une référence pour une information, bien sûr, importante. Pour déterminer l'amplitude exacte, bien sûr, généralement, pour la détermination de l'amplitude exacte des contraintes électriques maximales, bien sûr, là, des techniques d'estimation numérique doivent être appliquées, bien sûr, pour les formes d'électrodes utilisées dans l'équipement. Donc, si vous voulez déterminer d'une manière exacte de la contrainte électrique, là, bien sûr, des simulations numériques, d'estimation numérique basées sur la méthode des éléments finis, par exemple, ou la méthode des différences finies, ils peuvent être utilisés pour exactement déterminer la contrainte électrique maximale, bien sûr pour n'importe quelle forme, ou encore pour les formes d'électrodes utilisées dans l'équipement. Vous avez un équipement, donc il a des électrodes utilisées, on peut donc utiliser la résolution numérique, surtout par la méthode des éléments finis, pour justement déterminer quelle est la contrainte maximale à appliquer, ou bien quelle est l'amplitude de ma contrainte maximale appliquée et quelle est sa position dans l'équipement. Alors, toujours avec ce facteur-là, avec ce chercheur, Schweiger a également introduit un paramètre P. Donc, il a introduit un paramètre P, c'est une caractéristique qu'il appelait, c'est une caractéristique géométrique pour une configuration d'électrodes. Donc, ce P-là, c'est une caractéristique géométrique pour une configuration d'électrodes. Bien sûr, ce chercheur, il a établi qu'il est possible de représenter θ en fonction de P. Donc, il donne P comme étant égal à R plus D sur R, et P, il est compris entre 1 et l'infini, et il stipule que, il confirme que θ peut être représenté par la fonction θ est égal à F de P. Bien sûr, ici, dans ces équations-là, R, c'est le rayon de courbure de l'électrode la plus tranchante. D, c'est la distance la plus courte entre deux électrodes considérées. Donc, B, c'est la distance la plus courte, bien c'est le gap le plus court entre deux électrodes, entre les deux électrodes considérées. Et R, c'est le rayon de courbure de l'électrode la plus tranchante. Donc, la plus pointue, si vous voulez. Alors, il a représenté, il a donné des courbes qui sont actuellement connues sous le nom de courbes de Schweiger pour les configurations de champs d'électrodes sphériques, cylindriques et courbés. Donc, il a donné plusieurs courbes. Donc ici, comme c'est montré dans cette figure,
Donc plusieurs courbes notées de 1 à 8. Bien sûr, de 1 à 8, donc le 1 est la configuration et ces courbes-là sont données en échelle logarithmique, donc sur les deux axes, que ce soit l'axe des Y ou bien l'axe des X. Donc dans l'axe des Y, nous avons le rapport ou bien le degré d'uniformité, état, et dans l'axe des X, donc vous avez le facteur géométrique P. Et là, nous avons pour les différentes configurations notées de 1 à 8. Donc chaque courbe correspond à une configuration bien définie. Nous avons la configuration 1 et 2, ce sont les électrodes à surface courbée. Donc c'est des électrodes à surface courbée. Le 3, c'est la configuration cylindre-cylindre. La configuration numéro 4, c'est cylindre plan. Donc dans la caractéristique, c'est la numéro 4. Et donc vous avez, donc ça c'est les surfaces courbées, cylindre-cylindre, j'avais dit cylindre plan. La numéro 5 c'est des cylindres concentriques. La configuration numéro 6 c'est pour le sphère, donc une configuration sphère-sphère. La deuxième c'est sphère-plan, là c'est sphère plan. Et là c'est des sphères concentriques. Ça c'est sphère-sphère. Et nous remarquons ici que chaque configuration a une caractéristique différente de l'autre. Donc, pour une configuration, pour une valeur fixe de P, donc si on choisit une valeur fixe, par exemple ici, et j'ai tracé une ligne en rouge là, pour dire que la valeur de P est constante. Donc pour une valeur fixe de P, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la configuration 4, 5, 6. Donc premièrement, la configuration 3, 4, 5, pardon. La configuration 3, 4, 5, c'est-à-dire cylindre plan et cylindre concentrique, est plus uniforme, donc le détail est plus important, que les configurations 6, 7 et 8. Donc si vous prenez ça, c'est la caractéristique 7, ça c'est 8, ça c'est 7 et ça c'est 6. Là c'est 5, ça c'est 4, ça c'est 3. Donc le état est plus important si vous voulez, si vous prenez là les champs entre systèmes d'électrodes cylindriques 3, 4, 5, c'est-à-dire cylindre plan et cylindre concentrique, ont une valeur de état plus élevée, c'est-à-dire qu'ils sont plus uniformes que les champs dans les systèmes d'électrodes sphériques, à savoir 6, 7 et 8, donc sphère plan et sphère concentrique. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'un système d'électrodes symétriques, par exemple le 3 ou 6, c'est-à-dire cylindre ou sphère, a une valeur de état plus élevée que le système asymétrique correspondant, c'est-à-dire les systèmes 4 et 7. Le système 4, c'est cylindre plan, et le système 7, c'est sphère plan. Donc, ici, donc, vous avez cylindre, il est plus uniforme. Il est plus uniforme que le sphère plan. Et le cylindre, il est plus uniforme que le cylindre plan. Donc, récapitulons. Donc, en A, c'est que les champs entre systèmes d'électrodes cylindriques
est plus important, ils sont plus uniformes que les champs dans les systèmes sphériques. La deuxième remarque, c'est que les systèmes symétriques, système d'électrodes symétriques, est plus uniforme que les systèmes asymétriques. Et la dernière remarque qu'on peut remarquer, c'est que le champ entre deux électrodes similaires, cylindres ou sphères, placées adjacents l'une à l'autre, est plus uniforme, ou à une valeur de état plus élevée, bien sûr, que lorsque les électrodes sont placées coaxiales ou bien concentriques. C'est-à-dire, si vous placez deux électrodes cylindriques ou sphériques adjacents l'une de l'autre, ils sont plus uniformes que le cylindre concentrique ou bien coaxial, ou bien la sphère concentrique. Donc, ce sont là les trois remarques qu'on peut faire à partir de la figure suivante. Donc, si je récapitule, si vous voulez, si vous prenez ici le système 4, 5 et 6, 4, 5 et 6, ce sont les systèmes cylindre-cylindre, cylindre-cylindre, cylindre plan, cylindre concentrique. Ils sont plus uniformes que les systèmes sphère-sphère, sphère-plan et sphère concentrique. D'ailleurs, vous remarquez que le état il est plus important. Donc, dans les courbes, si vous suivez les courbes 3, 4 et 5, ils se trouvent au-dessus des caractéristiques état en fonction de P pour sphère-sphère ou bien sphère-plan ou bien les systèmes 6, 7 et 8. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que si vous prenez le 3 qui est cylindre-cylindre ou encore le 6 qui est sphère-sphère, ils sont plus uniformes que le système 4 qui est le 3 il est là et le 3 il est là et le 4 il est là. Le 4 c'est le système cylindre-plan. Donc les systèmes symétriques sont plus uniformes que les systèmes asymétriques. Et la dernière remarque, c'est que si vous prenez par exemple ceux qui sont adjacents par rapport à ceux qui sont concentriques, ici, adjacents, ils sont plus uniformes que ceux qui sont concentriques. Que ce soit si vous comparez la caractéristique 6 des systèmes 6 et 8 ou encore des systèmes 3 et 5, vous allez remarquer, 3 et 5, vous allez remarquer que les systèmes sont plus uniformes comment dirais-je, en adjacent que qu'en concentrique ou bien coaxiaux. Alors, en récapitulant, si vous voulez, en faisant une récapitulation de cette conférence, si vous voulez, de cette partie-là, de ce chapitre, c'est que les champs électriques, ici, nous avons trois types de champs. Donc, champ uniforme, c'est le cas extrême. Le champ fortement non uniforme, c'est le deuxième cas extrême. Et entre les deux, nous avons le champ faiblement non uniforme. Bien sûr, pour les champs uniformes, nous avons remarqué qu'il n'y a pas de décharge partielle avant qu'il y ait une décharge complète et la valeur du facteur de Schweiger est égale à 1. Ça, c'est pour les champs uniformes. Pour les champs non uniformes, bien sûr, le facteur de Schweiger est inférieur à 1. Donc, si on prend le cas des champs fortement non uniformes, là, il y a une petite erreur. Donc la tension de début des décharges partielles est très inférieure à IB. Et le facteur de Schweiger est inférieur à 0,25. Donc là, on est en présence d'une décharge partielle stable qui devient instable juste avant le claquage complet. Donc je répète, on est en présence d'une décharge stable avant qu'elle ne devienne instable juste avant le claquage complet. Maintenant, au contraire, pour les champs non uniformes, d'une manière faible ou faiblement non uniforme si vous voulez, là on rejoint à peu près le cas uniforme sur le point
qu'il n'y a pas de décharge partielle avant le claquage complet. Il n'y a pas de décharge, il n'y a pas de formation de décharge partielle stable avant le claquage complet. On aborde directement la décharge complète. Il y a directement une décharge complète, ce qui veut dire que les deux tensions, c'est-à-dire la tension de début de décharge de partielle et la tension de la décharge complète, sont égales, c'est-à-dire UI est égal à UI. Sauf que le facteur de Schwager est un petit peu différent par rapport au cas uniforme. Pour le cas uniforme, le facteur de Schwager est égal à l'unité. Par contre, dans le cas de champ faiblement non uniforme, celui-là, il varie entre 0,25 et entre 0,25 et 1. Ceci dit, donc, je termine cette session. J'espère que vous avez compris cette partie. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez, je ne sais pas, des trucs à faire, à dire, à poser des questions, je suis à votre disposition. Vous n'avez qu'à poster votre question sur la plateforme Moodle et je vais essayer de répondre à toute question qui peut surgir par l'un de vous. Je vous remercie une fois encore pour avoir suivi cette session, cette conférence si vous voulez, et à la prochaine session.